Bonjour tout le monde, bienvenue à La Nature de l'enfance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu Marie-Claude Lacerte. Marie-Claude, elle a travaillé de nombreuses années en promotion des saines habitudes de vie. Mais Marie-Claude, c'est une fille vraiment curieuse, vraiment passionnée, qui veut aller au fond des choses, qui aime remettre certaines choses en question, mais vraiment dans un but de mieux les comprendre. Alors maintenant, elle est cofondatrice de Vivace Maison, qui justement se fait un devoir de promouvoir le mouvement, mais d'une façon vraiment plus naturelle. Et aujourd'hui, avec elle, j'ai eu envie de faire une réflexion sur ça, sur nos habitudes de vie et sur certains gestes ou choix qu'on fait en tant que parents qui peuvent parfois avoir l'air un peu excentriques, un peu champ gauche, un peu original, mais qui, dans le fond, d'un point de vue anthropologique, sont tout à fait naturels et instinctifs. Alors, c'est une discussion super intéressante. Vous allez sentir toute la passion qui anime Marie-Claude. J'ai l'impression que j'aurais pu la laisser jaser pendant des heures. J'aurais pu jaser avec elle pendant des heures, partir sur un sujet puis un autre. Vraiment, c'était super agréable. Alors, j'espère que vous aimerez votre écoute autant que j'ai aimé ma discussion avec elle. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marie-Claude! Allô Anne-Marie! Ça va bien? Ça va super bien. Ouais. Merci tellement d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je me sens vraiment choyée là, parce qu'il faut le dire, tu as fait un bon quelques heures de route pour venir placoter avec moi aujourd'hui. Ben oui, mais tu me remercies de ça, mais moi je me dis, wow, quelle belle opportunité de méditer sur la route sans enfants, parce que les voyages en char avec ou sans bébé, c'est pas la même expérience. C'est la même chose. Fait qu'en fait, c'est juste une belle opportunité de me retrouver avec moi-même puis de penser au message d'aujourd'hui. Non, mais tant mieux. C'est ça, c'est les meilleurs deals quand tout le monde est gagnant là-dedans. Alors, je te présente un petit peu, Marie-Claude. Moi, ce que je connais de ton parcours, c'est que tu as travaillé en promotion des saines habitudes de vie. Donc, tu étais amenée à promouvoir toutes sortes de choses qui étaient censées être bonnes pour notre santé en tant que société. Je dis censées juste parce que des fois, il y a des choses qu'on prend pour acquis puis qui sont peut-être pas nécessairement bonnes pour tous ou qui pas nécessairement bonnes en général, en tout cas. Le fait d'être toujours exposé à ça t'a amené à te poser 1001 questions. Puis rapidement, justement, quand on placote avec toi, on se rend compte que tu aimes beaucoup apprendre, creuser, comprendre les choses, comprendre pourquoi elles sont comme ça en ce moment. Donc, à force de te re-questionner, tu as fini par, justement, fonder quelque chose, fonder Vivace Maison avec ton chum. Le lieu, l'endroit parfait où vous remettez les choses en question ensemble. Est-ce que tu peux me parler un peu de Vivace? Avec joie. Écoute, moi, quand j'étais jeune, ma mère me disait que j'étais l'enfant un peu gossante qui demandait tout le temps pourquoi. Ma soeur, apparemment, était comme... Elle s'obstinait pas, mais elle allait faire ses niaiseries en cachette. Puis moi, genre, il fallait que je comprenne la raison. Puis si on me disait non, c'était non, mais il fallait qu'il y ait une raison valide. Puis je réalise que ça me porte encore aujourd'hui. Je me définis pas du tout comme quelqu'un de rebelle, mais je trouve ça beau que tu nommes quelque chose qui m'habite, c'est qu'on aime questionner, moi puis Vince. On est vraiment des personnes qui aiment questionner le fondement des choses. Puis effectivement, on s'est rencontrés dans le domaine des saines habitudes de vie. Plus spécifiquement, on travaillait pour Participation, qui est le plus grand promoteur d'activité physique au Canada. Okay. Puis on a fait pendant 1 an la plus grosse tournée pan-canadienne qui ont organisé pour l'anniversaire du Canada. Puis on faisait bouger les gens dans différents événements sportifs. OK. Et on essayait d'amener l'idée qu'il y a une panoplie de possibilités de bouger. Ouais. On montrait une liste de 150 activités physiques, soit des sports, des activités du quotidien. Puis on disait, c'est possible, c'est accessible. Et on a réalisé, en fait, j'avais l'impression que les gens avaient peut-être besoin d'entendre parler d'activité physique autrement, parce que c'est un grand combat. Là, dans les habitudes de vie, disons que l'activité physique, c'est comme... Je sais pas si c'est une expression, le chat maigre. Là, c'est, on est obligé de manger, on est obligé de dormir. Puis faire du sport, je pense qu'on espérerait tous pas avoir à le faire. Je pense que c'est quelque chose qui pèse énormément sur la conscience. Puis j'avais un peu l'impression par moment d'être comme
sais, l'espèce de porte-parole hyper enthousiaste qui doit dire aux gens, je sais que ça te tente pas, mais essaye. Puis ça l'a amené énormément de réflexion pour moi puis Vince, de dire, mais comment est-ce qu'on inspire à l'action? Tu sais, nous, qu'est-ce qui nous inspire à bouger, nous, dans notre quotidien? Fait que pendant que nos journées étaient dédiées à faire bouger les gens, nous, on passait toutes les autres heures de notre journée, parce qu'on faisait énormément de routes. On a parcouru la moitié du Canada, de l'est de l'Ontario jusqu'à la pointe de Terre-Neuve. OK. Fait qu'on faisait de la route. C'était un contexte idéal quand t'as pas d'enfant pour justement méditer, écouter. On faisait juste ça, écouter des podcasts puis se former sur les saines habitudes de vie en général. C'est là qu'on a découvert une autre façon de voir le mouvement. En anglais, il y a un grand mouvement du mouvement qui s'appelle la culture du mouvement, qui a été initié par Ido Portal. Puis il voulait décloisonner les disciplines puis de dire on est juste fait pour bouger. Puis on peut mêler les arts martiaux puis la danse puis les mouvements dits naturels. Tu sais. Ouais. Puis ça a comme semé une graine dans notre esprit qu'il y avait autre chose que juste des sports, des activités organisées, autre chose que le gym. Puis qu'il y avait comme un appel à l'intérieur de nous pour une autre forme de mouvement, tu sais. Puis on a commencé à creuser les recherches, puis à essayer de bouger nous-mêmes. Parce que c'est ça qui arrive des fois. Tu sais, on est dans un domaine, puis des fois, on se sent comme des cordonniers mal chaussés. Puis on se dit, ben, on veut être intègre, on veut, nous aussi, que notre vie soit saine, puis pas juste que ce soit des paroles vides. Ouais. Puis on a ressenti ça, je pense, au courant de notre année, que les gens avaient un appel pour du vrai monde. Oui, l'authenticité. L'authenticité de dire... Ça a comme mis tu sais, dans ma tête, l'idée que des méga campagnes nationales où on embauche des acteurs, des porte-paroles, j'avais l'impression que c'était pas aussi puissant que d'avoir quelqu'un qui dit « Moi, j'essaie des affaires, puis je le partage. » Ouais. Ça a été comme notre approche dès le début, de dire, nous, on est des apprentis, on questionne plein d'affaires, on va l'essayer, puis on va juste le partager. Fait qu'on se positionne pas comme des experts. On n'est pas des anciens athlètes olympiques qui disent aux gens, il faut que tu bouges dans la vie. Puis ça a juste été ça, comme une posture, je pense aussi, de grande humilité. C'est-à-dire, on sait même pas ce qu'on fait des fois, mais on s'est dit, il faut juste partager l'envie d'essayer des choses. C'est drôle. Je me permets, j'enregistrais avec mon ami JB sur l'émerveillement puis l'enthousiasme. Ouais. Puis on a nommé à quel point l'enthousiasme, c'est contagieux. Puis pas nécessairement le sujet en soi, mais le fait de ressentir de l'enthousiasme, tu sais. Fait que dans le fond, vous êtes ceux qui essayent, vivent le moment avec enthousiasme, puis qui dégagent cet enthousiasme-là, fait qui nous donne envie après de le vivre nous autres aussi, que ce soit sur la même chose ou sur un autre sujet, tu sais. Fait que c'est ça qui fait, tu sais, puis la vulnérabilité puis l'enthousiasme, c'est tellement, tu sais, des façons de connecter avec les gens. Fait que pour ça que dès qu'on vous suit, on a comme envie de suivre le mouvement, puis d'en savoir plus, puis de vous voir aller, puis de vous voir progresser là-dedans, tu sais. Je pense que oui, tu sais, le nombre de fois quand on écoute des documentaires ou des portraits de personnes, que ce soit des grands explorateurs ou des acteurs ou des sportifs, puis tu te dis « Wow, sa vie a l'air tellement nice », puis je pense que, tu sais, j'écoutais récemment un gars qui a monté une montagne impossible à monter dans le monde, puis il a finalement réussi, tu sais, puis je me dis... J'ai adoré son histoire, mais je veux rien savoir. J'ai aucunement l'envie de risquer ma vie pour, genre, payer 2 semaines dans la neige, genre, pour me rendre sur le top. Mais qu'est-ce qui est enivrant, c'est que c'est beau des gens qui aiment profondément leur vie. Oui, exact. C'est beau des gens qui sont à l'endroit où ils ont envie d'être dans le monde. Puis je pense que c'est ça je pense que ça peut nous inspirer à faire, tu sais. Puis je réalise que on peut se reconnaître dans des gens qu'on ne voudrait même pas suivre leur parcours, mais ce qui nous appelle, c'est ça, c'est cette question-là de qu'est-ce qui m'allume profondément. Fait que là, chez Vivace, ce qui vous allume, c'est de re-questionner certaines normes, tout particulièrement en lien avec le mouvement. Donc, le mouvement au quotidien, le mouvement naturel, comment nos maisons sont
designer. Fait que, tu sais, souvent, il y a le vivasme, le design actif. Voyons, excuse-moi, peux-tu... Ouais, l'expliquer? C'est juste le DAM, puis j'arrivais pas à le nommer dans le design actif à la maison. Ouais, on a fait l'acronyme DAM parce qu'on trouvait ça punchy, mais... Ben, visiblement, elle m'a resté en tête. Ouais. Mais dans le fond, notre quête avec Vivace, c'est de vivre longtemps en bonne santé. En bonne forme, oui. En bonne forme. Ouais. Puis, justement, les termes officiels, tu sais, ça serait qu'on veut augmenter notre espérance de vie en bonne santé ou qu'on vise la santé durable. Mais encore une fois, quand je réfléchis aux mots qui inspirent, je me dis, je parle pas vraiment de même au quotidien. Tu sais, si quelqu'un me dit, c'est comme ma mission de vie, je vais pas dire, je vise la longévité. Tu sais, je vais dire, je le dis de plus en plus maintenant, mais je veux être une petite vieille qui pète le feu parce que c'est une image qui pop. C'est ce à quoi j'aspire. J'aspire pas à un concept, j'aspire à un état d'être. À du sens. À du sens. Ça a bien plus de sens quand tu le vois comme ça, là, une petite vieille qui pète le feu, qui est capable de faire ce qu'elle aime. Tu sais. Puis qui veut pas être ça dans la vie? Ouais, personne souhaite décrépir puis être de moins en moins autonome. Puis malheureusement, comme société, c'est ça le trajet. C'est ça le trajet de vie de notre génération. Celle avant nous, les quelques générations avant nous, puis c'est encore la trajectoire de vie même de nos enfants. Puis c'est ça qui est spécial, c'est que dans la réflexion sur comment être en santé, tu sais, notre but dans la vie, à moi puis Vin, c'est pas juste de questionner les normes ou j'allais dire de foutre la merde, tu sais, de juste tout remettre en question. Mais ce qu'on a réalisé dans notre parcours, c'est qu'on vise la santé dans une société en ce moment où il y a plein de choses qui font aucun sens. Puis si tu veux être en santé, il faut que tu ailles à contre-courant. À contre-courant. Ouais. Puis on voulait pas ça initialement. On voulait faire nos petites affaires. On aurait donc aimé comme juste que tout reste pareil, puis qu'on peut juste changer un petit peu, faire nos petits trucs. Ouais. Mais il y a des idées qui te déstabilisent plus que d'autres. Puis ça a été une réalisation, tu sais, de notre cheminement. Fait que, aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on avait envie de faire. J'avais envie de laisser de la place à cette discussion-là pour qu'on aille ensemble regarder certaines habitudes qu'on a en tant que société par rapport ou avec nos enfants ou en tant que parents qui, dans les yeux de ma tante, mon oncle, voisin, voisine, peuvent avoir l'air un peu original, un peu hippie, un peu différente. Mais toi, depuis des années, tu te positionnes ou tu apprends justement à aller voir comment l'humain a évolué, comment, d'un point de vue anthropologique, ces habitudes-là se sont ancrées ou ont traversé le temps ou ne sont pas arrivées à traverser le temps. Dans une approche que, tu sais, je valorise beaucoup, que je partage beaucoup, je présente souvent l'approche développementale basée sur la science de l'attachement. Les grands spécialistes de ce monde nous disent à quel point l'attachement, c'est la base du développement humain. Comment, si on se rattache à nos instincts d'humain, on va mettre ça de l'avant. Ben, dans le fond, quand on se positionne d'un point de vue anthropologique, ben, c'est un peu ça aussi, de se ramener à nos instincts d'humain, tu sais. Fait que je pense justement que une des premières confrontations que tu as eues ou une des premières choses à laquelle tu as fait face, c'est de te re-questionner sur le sommeil des humains. Est-ce qu'on a toujours dormi comme on le fait en ce moment, dans des grands lits en hauteur avec plein de couvertes, puis des oreillers brodés d'or? Non, la réponse, c'est non. On évolue avec pas grands objets. Notre corps s'est façonné avec peu d'objets. Notre corps s'est façonné par le mouvement dans notre interaction avec l'environnement. Puis ces réflexions-là sont venues grâce à, justement, dans notre année de test avec Vince, on vivait avec une valise dans des hôtels. Puis on était déterminés à rester en santé dans un contexte comme ça qui changeait beaucoup. Puis on a réalisé, en fait, qu'il fallait très peu pour vivre. Puis quand on est revenu à Montréal, à mon appartement, puis moi puis Vince, on a commencé à sortir ensemble après cette tournée-là. Tu sais, un 4,5 à Montréal d'un plex, c'était un palace. Là. OK. Tu sais, nous, on avait réussi à améliorer notre santé
dans un mini-espace. Je me rappelle, je pratiquais mon squat au bord du lit des hôtels. Je me tenais sur le cadre du lit. Puis j'étais en train de découvrir le travail d'une biomécanicienne absolument, absolument géniale. Je suis incapable de parler de ce que je fais sans parler de son travail à elle. Cathy Bauman. Oui, je suis rendue genre, je la connais clairement parce que tu en as parlé. Là. Puis elle m'a fait réaliser, tu sais, je suis en train de promouvoir l'activité physique. Puis ce qu'on réalise, c'est que du côté... J'étais déjà en train de faire des recherches énormes sur le jeu aussi. Okay. Moi, ça tout tournait aussi vers le jeu des enfants, l'importance de la littératie physique pour apprendre des mouvements de base qui peuvent être répliqués dans n'importe quel sport avant, puis que les premières années de l'expérience d'un enfant, tu sais, même le modèle de développement à long terme des athlètes, le modèle canadien est super bon. Tout commence par le jeu puis le plaisir. Okay. Puis la spécialisation sportive n'est pas recommandée. Parce que les recherches en ce moment démontrent que ça mène à des burn-out d'athlètes, puis qu'on ne peut pas, dans un modèle de développement physique, on ne peut pas juste promouvoir la performance athlétique parce que les gens décrochent, puis on a une société après qui est plus active en fin de vie parce qu'on leur a rien fait voir d'autre que le sport comme outil soit de compétition de performance. Fait qu'il y avait énormément de réflexions sur justement comment on ramène du plaisir puis de l'émerveillement. Puis il y a une biomécanicienne, en fait, qui a shifté encore plus ma perspective parce qu'elle a dit, ben en fait, même si on fait bouger les gens 1 heure par jour, parce que nous, c'est ça les recommandations canadiennes, c'est minimum 60 minutes, mais les gens prennent ça comme la cible à atteindre. Oui, tout à fait. Puis elle disait, ben c'est parce que même si on l'atteint 60 minutes là, par jour, là, il y a 23 autres heures de la journée où notre corps est peut-être dans une position complètement passive ou léthargique même. Puis elle dit, moi, je pense que le potentiel, il est dans les 23 autres heures. Puis là, la réflexion, c'est, ben je ne vais pas jogger pendant 23 heures. Tu sais, c'est comme, quand tu es dans un paradigme sportif, tu te dis, ben je ne vais pas aller plus au gym ou faire plus de sport parce que là, il faut que j'aille à la job, il faut que je prépare les lunchs. Ça ne fit pas dans le modèle, tu sais. Fait que là, j'étais là, OK. Fait que les recommandations nationales, c'est, ben bouge minimum 60 minutes puis fais de l'activité physique une priorité. Fait que même si t'es fatigué, même si t'es épuisé, mets-le quelque part dans ton horaire. Puis j'étais comme, mais on dirait que ça marche pas. Ça marche pas parce que les gens bougent pas plus d'année en année, malheureusement. Visiblement, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Puis je me dis, OK, fait que même si l'intention est bonne, il y a quelque chose dans ce discours-là qui fonctionne pas. Fait que moi, pour moi-même, je réfléchissais aux façons de transformer mon quotidien puis de bouger plus, j'entends cette femme-là qui dit, il y a autre chose que le sport. Ça s'appelle le mouvement. Puis notre corps est fait pour bouger de plein de façons. Puis on bougeait avant de plein de façons différentes, juste par l'acte de vivre. Oui, c'est ça. Puis ce qui a retiré du mouvement, c'est qu'on est des êtres ingénieux. On est des créateurs. On aime l'artisanat, on aime comme le travail manuel. Mais on s'est façonné au fil des millénaires même des environnements de plus en plus confortables qui nous enlèvent nos mouvements. Fait que le fait qu'on a un divan fait qu'on squatte plus jusqu'au sol. Fait qu'on perd la portion de s'accroupir puis d'être capable de se relever. Mm-hmm. Puis chaque petite affaire en soi a l'air banale de dire « Ah, mais c'est juste un peu de ci, juste un peu de ça. » Mais quand tu accumules, ça fait que, justement, 23 heures par jour, ben oui, on est amené à presque rien faire. Puis c'est là on a un petit biston. Oui, c'est ça. Le chat. Puis ça allait... Tu sais, il y a des livres, des auteurs qu'on découvre puis que ça change notre univers. Puis elle m'a permis de ne plus voir mon quotidien de la même façon. Je me disais ça, l'accroche à la caméra est assez massive que on va prendre le bon. C'est pas grave. Ouais. C'est chaque petite chose qui finit par avoir un impact. Oui. Dans le quotidien. Puis de dire, bien, toutes ces choses-là banales qu'on écarte, là, comme pelleter de la neige, marcher, transporter nos sacs d'épicerie, des choses lourdes. Je pense que c'est ça. C'est facilement discarté parce que ça a l'air pas important. Ça revient quasiment à la légende du colibri. En tant que société, des fois, on se mobilise pour quelque chose puis on a l'impression que si chaque personne, dans sa petite maison, sa petite chose,
le fait, ça n'a pas de grand impact, tu sais. Mais si tout le monde met sa petite goutte d'eau, on finit par avoir une grosse goutte d'eau, tu sais. Mais dans sa propre vie, chaque petit changement comme ça, chaque petite goutte d'eau dans ton quotidien finit par avoir un gros impact, tu sais. Absolument. Je pense que c'est là la complexité au niveau des saines habitudes de vie, c'est que dans beaucoup de cas, c'est pas une chose qui est nocive, c'est... En anglais, il y a l'expression « death by a thousand cuts ». C'est comme, justement, c'est... Notre corps est juste essoufflé de plein d'un influx de stimuli externes qu'on n'a pas besoin dans notre environnement, puis de la disparition d'un millier de petites choses, en fait. T'sais. Fait qu'il y a comme une redécouverte de, OK, mais comment l'humain vivait avant? Puis Cathy Bowman, elle rappelle que comme humain, on existe dans un environnement. Tu sais, souvent, l'activité physique va être étudiée d'un point de vue sportif. On va comme analyser comment quelqu'un peut ses capacités physiques dans un cadre très réduit, en laboratoire ou dans le cadre d'un sport. Mais de rappeler qu'il faut comprendre comment l'humain bouge dans son habitat naturel, puis qu'un habitat naturel, pour l'humain, c'est pas une maison. Ça aussi, ça change la perspective de dire de vivre 90% du temps à l'intérieur, c'est pas humain. C'est pas naturel. On est supposé être dehors. Fait que le faut sortir dehors, puis il faut bouger dehors. Puis c'est là que c'est encore plus déstabilisant parce qu'on n'est plus habitué à être dehors. Si on veut vivre 100% dehors en ce moment, je pense que la majorité d'entre nous, on meurt. Là, on n'est pas capable, on ne sait plus quoi faire. Puis, fait qu'elle a commencé, dans ses réflexions aussi, à passer au peigne fin un ensemble d'objets qui nous entourent, puis d'expliquer, ben tu vois, tel objet a tel effet sur ton corps. T'sais. Fait qu'il y a des réflexions... au niveau, il y a une grande mode en ce moment pour les bureaux dynamiques. Fait que, de travailler assis, debout. Puis elle a fait réaliser que être debout tout le temps, c'est pas mieux qu'être assis tout le temps non plus. Puis il y a comme plein de possibilités entre les deux. Puis justement, tu peux travailler au sol sur une table basse. Puis là, moi puis Vince, on était assis dans notre appart, puis on regardait autour de nous, puis on est comme, OK, comme ce qui nous entoure, les maisons, leur fonction principale en ce moment, c'est d'être confortable. Puis c'est une vision du luxe qu'on a en ce moment, de dire comme je me garde, j'arrive le soir, puis je peux enfin m'asseoir, puis regarder la télévision. Mais si c'est notre environnement de vie pour la majorité du temps, la majorité du temps, on ne bouge pas. Fait qu'on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on transforme notre environnement pour que bouger vienne spontanément, puis qu'on n'ait pas à se convaincre de le faire constamment. Puis on est arrivé sur au lit. Le lit. Ma grande parenthèse pour répondre à ta question. Fait que, tu sais, on a changé notre table haute pour une table basse. On s'est débarrassé de nos chaises. Le mouvement du mouvement est très aussi dans la marche pieds nus avec des souliers minimalistes. Le squatty-potty pour la toilette, parce que le squat, c'est aussi la position d'élimination naturelle. Fait qu'il y avait comme, surtout du côté anglophone, énormément de choses qui se passaient dans des petites spécialités, mais qui se regroupaient dans la famille du mouvement. Puis là, quand je suis arrivée puis qu'on s'est intéressé au lit, on a justement enlevé notre base de lit. Mon matelas était déjà à terre, mais je me disais, j'aimerais dormir sur quelque chose de plus mince. Puis, on a commencé à en parler de ce qu'on faisait. Puis, je me disais, globalement, avant, ça n'existait pas, toutes ces bébelles-là. Moi, je l'ai essayé, ça m'a amené des bénéfices, puis on a commencé à parler. Mais là, on avait le feedback de personnes qui nous disaient, je l'ai switché, mon lit, puis j'ai mal au dos, puis je ne sais pas quoi faire. Puis j'ai commencé à être insécure, puis de me dire, est-ce que je suis en train de recommander des choses qui est comme pas bonnes, qui sont pas bonnes pour les gens? Fait que là, je me disais, moi, c'était intuitif, j'avais pas besoin de faire énormément de recherches, mais je me dis, je serais curieuse de savoir comment l'humain dormait avant. Puis avant quoi, mettons? Avant l'invention des matelas industriels, mettons. OK. Puis là, je me disais, je vais lire qu'il dormait sur de la terre, puis c'est fini, puis je vais pouvoir dire, comme, tu vois, on dormait sur rien, puis on n'a pas besoin de plus que ça, tu sais. Mais la vie, elle a le don des fois, de mettre sur notre route des découvertes qui changent encore une fois notre perspective. Puis ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas vrai que l'humain n'aime pas être inconfortable. Ouais. Fait que c'est pas vrai qu'il dormait juste sur de la terre. J'ai découvert que nos cousins, les grands singes, se faisaient des lits dans les arbres. OK. Qui sont super ingénieux, qui vont choisir des branches qui ont certaines propriétés. Parce que ça repousse les insectes, parce qu'ils sont assez flexibles pour comme bien accueillir leur corps, être confortable, éviter qu'ils tombent en bas. Puis
qu'eux aussi aspirent à dormir dans un environnement comme propre et confortable. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que l'humain veut du confort. Fait que c'est pour ça qu'on a des maisons confortables, c'est parce que c'est un de nos besoins fondamentaux. Fait que là, j'ai dit, OK, fait que je réalise que l'humain aussi choisit quand même bien ses environnements de sommeil. Tu as besoin de te sentir protégé. Tu vas pas dormir juste Ouais. On a besoin de te sentir en sécurité. De besoin de te sentir en sécurité. Puis quand tu regardes aussi, soit du côté de l'archéologie, que dans les plus vieux lits humains retrouvés, là, c'est justement ils estiment que c'était un lit parce qu'il y avait comme un amoncellement de feuillage d'une certaine taille qui estime que plusieurs humains dormaient ensemble de ce côté-là. Puis quand l'humain aussi avait réfléchi à comment il dormait, fait que j'ai dit, OK, mais fait que peut-être que c'est juste naturel de vouloir un gros lit moelleux. C'est un besoin évident, tu sais. Puis c'est là que j'ai réalisé, quand on se questionne sur qu'est-ce qui est naturel ou pas naturel, ouais. Ce qui nous entoure en ce moment est le reflet de pulsions innées. Tu sais. J'avais un besoin de confort. Mais il y a comme une zone grise où, à partir de quand ça devient nocif pour nous, tu sais. C'est là que j'ai réalisé qu'il y a une différence entre un lit de feuillage de 2 pouces puis un discours de compagnie qui te faut comme un méga sommier. Ou le verre de vin tient tout seul. Oui, exactement. Tu peux mettre une boule de bowling à côté. Ouais. Fait que là, ça a commencé à amener mes réflexions sur OK, qu'est-ce qui est naturel puis est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus naturel que d'autres? Est-ce que n'importe quel objet, vu qu'on l'a créé, est naturel? Ouais. D'amener des grosses réflexions sur à partir de quand c'est plus bon pour nous. T'sais. Fait qu'il y avait comme des réflexions autour de ça. Mais ce qui m'a le plus surpris dans mes recherches, parce que moi, mon focus, c'était sur, je voulais comprendre l'environnement de sommeil, quel objet on utilisait, puis dans quelle position on se mettait. Mm-hmm. C'était juste ça, mon focus. T'sais, on avait reçu un expert au podcast, puis j'avais demandé est-ce qu'on utilisait des oreillers, des couvertes, non. Puis je lisais plein de récits anthropologiques, justement, puis je réalisais que les surfaces de sommeil dans plein de pays sont ultra rudimentaires encore à ce jour. Ouais. Il y a des peuples qui dorment même sans couverte parce que c'est trop. Quand tu es dans un habitat réellement naturel, ça peut attirer les insectes à la longue, puis, ou les mythes, je pense, puis il y a des peuples qui ne voulaient même pas de couverte, tu sais. Puis là, j'accumulais tous ces exemples-là, puis mon cerveau discartait un peu le fait que ce qui revient tout le temps aussi ailleurs, puis à travers les époques, c'est qu'on dormait en gang. Oui, c'est ça. On dormait entouré d'autres personnes. T'sais. Fait que moi, j'étais concentrée sur est-ce qu'on dormait dans des grottes ou dans des arbres ou dans des sites. Puis là, t'es comme, OK, le plus vieux lit retrouvé à ce jour, ce qui est jugé comme un lit, en fait, c'est juste une surface de feuilles, là. Mais c'est ça, de par sa taille, il estime qu'il y avait plusieurs personnes qui dormaient collées ensemble. Puis tu cherchais à comprendre quelque chose, tu avais les yeux, le regard sur certains éléments physiques autour pour comprendre la différence avec aujourd'hui. Mais finalement, le point commun avec tout ça, partout, puis à travers le temps, c'est que l'humain ne dort jamais seul. Exact. Puis c'est là où on avait envie de le nommer aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est que en ce moment, quand on parle de cododo parfois, on a l'impression que c'est une pratique un peu hippie, un peu originale. Ouais. Mais dans le fond, si on regarde l'histoire de l'humanité, on a toujours dormi en gang. Exact. Puis très probablement parce que c'est une question de sécurité. Fait que c'est une sécurité pour les adultes. Tu sais, même pour les grands, on aimait mieux dormir ensemble. Mais là, on essaye parfois d'imposer cette solitude-là la nuit à nos tout-petits. Mais tu es en train de nous dire que ça n'a jamais été quelque chose de vraiment courant dans l'évolution de... Non, absolument pas. C'est... Parmi les anthropologues que j'avais découverts, on en a reçu un au podcast, David Sanson, qui est une référence mondiale dans le domaine parce qu'il n'a pas étudié le sommeil en laboratoire. Il est allé dans des communautés chasseurs-cueilleurs puis essaie d'analyser les patterns de sommeil. Puis leur conclusion, c'est que encore avant le feu, parce que le feu va créer une protection, notre abri va créer une protection, mais le plus grand niveau de sécurité, c'est d'avoir des gens autour de soi. Puis que même notre horloge biologique, ils appellent ça la théorie du sentinelle, on va s'endormir puis se réveiller à des heures légèrement différentes. Puis l'hypothèse, c'est que
c'est parce qu'il va toujours avoir quelqu'un d'éveillé pour garder le feu puis protéger les autres. Ah oui, j'ai déjà lu ça. On n'est pas fait comme société pour tous se coucher à la même heure puis se lever à la même heure. Oui. Puis dans ces études sur le terrain, justement, il a remarqué que dans toutes les heures d'analyse, il y avait quelques minutes que tout le monde était endormi en même temps. OK. Puis, fait que moi, je le reçois au podcast, puis je me dis, oh my God, un jour, je vais avoir un enfant. On va dormir. Hey, ça fait tellement de sens. Puis ça explique, comme il y a plein de cultures encore qui le font aujourd'hui, puis ça me semble tellement weird, l'idée de dormir avec d'autres personnes. Puis je me dis, je ressens pas le besoin de dormir avec mes invités, mettons, parce que dans certaines cultures, c'est carrément ça, les gens t'invitent dans ton lit. Puis, tu sais, de comprendre aussi à travers l'histoire comment on a perdu ça, tu sais. Ouais. C'est vraiment récent. Fait que, tu sais, en tout cas, je comprenais toutes les causes. Puis là, j'en parle, encore une fois, qu'il y a des idées qui me semblent tellement santé, puis j'étais débordante d'enthousiasme, mais ça fait du sens. J'ai plus de base de lit, je dors déjà à terre, je sens les bénéfices. Puis là, je tombe enceinte. Puis là, je me dis, mais je vais lire sur le sommeil partagé avec le cododo. Le cododo. Puis là, je lis le livre de James McKenna sur le sommeil, puis c'est un autre anthropologue. Puis je pense que ça fait 30 ans qu'il a dédié sa carrière à ce sujet-là. OK. Puis là, je découvre, en lisant son livre, que le cododo, il y a eu des campagnes nationales pour dire que c'était excessivement dangereux puis que les parents ne devaient pas le faire. OK. Puis là, ça a été comme un méga choc pour moi parce que d'un côté, tout ce que je lis, c'est que c'est naturel puis que c'est les Occidentaux qui sont aliens de nourrir l'idée qu'on devrait dormir dans des chambres séparées. On est l'exception dans le monde puis dans l'histoire de l'humanité en ce moment. OK. Comme de dormir séparément. Puis là, je lis un livre, puis là, je suis comme, OK, il y a un discours en ce moment que c'est dangereux pour l'enfant. On a peur comme de rouler dessus ou il y a des risques de ça. Puis il y a aussi la perception juste au niveau de l'attachement, là, que la proximité comme ça va créer de la dépendance malsaine de notre enfant aussi, tu sais. Ah oui, OK. Parce que là, maintenant, c'est clair que c'est l'inverse, là, qu'une saine indépendance, ça naît dans une saine dépendance. Donc, plus ton enfant va faire l'expérience d'une saine et profonde dépendance, plus il va être convaincu qu'il peut avoir confiance en l'adulte ou en d'autres gens, puis qu'il va avoir la force d'aller explorer, là. Donc, tu sais, ça, c'est comme... Mais là, tu lisais quelque chose qui disait, faites attention, si vous faites dormir votre enfant avec vous, il va rester dépendant. Non, lui, c'était pas son point. Mais lui, son point, c'est que c'était... Oui, c'est ça, exactement. C'est que le cododo est absolument naturel, bénéfique à plein de niveaux. Okay. Il parle du lien aussi entre le sommeil partagé puis l'allaitement, tous les bienfaits de ça également. Mais il met en contexte pour dire, je pense peut-être plus aux États-Unis, mais il y a eu des campagnes justement pour dire que c'était dangereux. Puis je pense que les recommandations encore à ce jour, c'est comme que l'enfant tu peux dormir dans la même chambre, mais c'est mieux qu'il ait sa propre bassinette. Mm-hmm. Puis il déconstruit tout pourquoi on est arrivé là, qu'il y a des facteurs aggravants, mais que si on crée un cadre sécuritaire, il n'y en a vraiment pas de problème, puis même que c'est mieux pour l'enfant. Okay. Mais ça a été un peu un choc de dire, il y a quelque chose qui me semble tellement sain, qu'il y a des centaines de milliers d'années derrière nous de cette pratique-là, de dire, dans le discours populaire en ce moment, c'est comme pas suffisant. Mm-hmm. Puis il y a des peurs, puis il y a des autorités qui disent de ne pas le faire. Puis ça crée énormément de confusion. Ouais. Puis je sais pas de ton côté, parce que toi aussi, tu te dis comme, non, mais c'est beau, l'attachement, la connexion par enfant. Est-ce que tu sens que toi aussi, tu as été confronté à cette peur-là de dire, non, mais ton enfant, ça n'a pas de bon sens, fais-le dormir comme il va être dépendant. Là, il va-tu être là encore à 18 ans? Ouais. Il y avait tellement de discours mélangés. Moi, premièrement, je ne sais pas d'où je le sortais, mais clairement, je l'affirmais haut et fort. Il a passé 9 mois à l'intérieur. Il va toujours bien passer au moins 9 mois à côté. Je sais pas, mais moi, celle-là, j'en étais convaincue et je l'assumais pleinement. En plus que ça a été rough au début. Tu sais, moi, les 21 premiers jours, j'ai juste pas pu l'avoir à côté de moi. Il était il était en néonate. Fait que quand j'ai pu le ramener, puis tu sais, en plus, pas longtemps après, là, c'était encore pour l'opération. Fait que quand, là, j'ai pu le ramener à la maison, là, il était clairement pas question que j'aille le porter dans la chambre à côté. Tout mon corps et mon instinct me criaient que là, il fallait que je le garde le plus proche possible de moi, tu sais. Fait que ça a été ça. Mais j'avoue, quand il y a eu 1 an, ce qui me semble maintenant complètement minuscule,
à partir d'1 an, on dirait que là, je sentais autour de moi, pas d'une personne en particulier même, là, mais juste comme que fallait, je pense, à le faire dormir dans sa chambre, tu sais. Puis ça a été un combat, ben, tu sais, pas dans le sens où je me battais, parce que justement, c'était comme, dans ma tête, il y avait les mêmes besoins de jour comme de nuit, tu sais, puis qu'il fallait que j'y réponde de jour comme de nuit. Fait qu'on faisait la routine, on faisait tout ça dans sa chambre, on essayait. Puis à toutes les fois qu'il m'appelait, j'y retournais, puis je me rendormais. Puis finalement, la moitié du temps, ben, je dormais avec lui, au lieu que je faisais du cododo, mais dans sa chambre au lieu de dans la mienne, là, tu sais. Fait que ça a été à peu près ça. Puis on a continué d'essayer, mais là, je me levais, puis je me levais, puis je me levais, puis je me levais, puis je me levais. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, regarde, tant qu'à ça, là. L'objectif, c'est que tout le monde dorme mieux, tu sais. Puis là, on dort mieux quand on est tout le monde ensemble. Mm-hmm. Fait qu'on va y aller comme ça, tu sais. Puis c'est sûr qu'en connaissant mieux l'attachement, puis l'importance de la proximité, puis le grand besoin de proximité des enfants, j'avais plus de facilité à faire non. Pour nous, c'est naturel. Pour nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde dort mieux. On a tout plus d'énergie. Puis tout le reste va mieux. Fait que go for it, là. Mais ça, j'ai entendu de certains parents quand on parlait de cododo, des gens qui, on dirait que c'était une confession de dire « Ouais, moi, je voulais vraiment le faire dans mes rapports, mais là, j'ai renoncé, puis là, il dort avec nous parce que c'est plus facile. » Il y a comme un sentiment de culpabilité de dire « J'ai pas réussi à le faire dormir dans sa chambre de manière autonome. » Moi, c'est ce discours-là qui faisait que j'avais envie de jaser de ça avec toi aujourd'hui. C'est ces façons de faire-là qu'on est comme, on dirait qu'on le dit encore un peu en dessous de la table. Non, moi, il dort encore avec moi, là, mais comme si c'était ça qui nous gênait. Mais que dans le fond, quand tu tournes vers le développement humain, autant émotionnel que physique, avec le cerveau, qui est là maintenant, anthropologique avec ce que tu nous apportes aujourd'hui, que c'est tellement naturel de faire ça. Tu sais, après ça, j'avoue que moi, tout petit, la question de sécurité puis de fragilité puis de je suis à l'aise de... Tu sais, je vais-tu rouler dessus puis tout. Je pense qu'il y a quand même vraiment une question de confort de la personne. T'es-tu à l'aise avec ça? Si toi, tu le vois comme un méga risque, là, ben fais-le pas, tu sais, parce que tu te sentiras pas bien puis ton bébé va le sentir. Puis, tu sais, fait que je pense que là, il y a vraiment à trouver chacun sa limite pour respecter ce qu'on est capable de faire. Puis dans le respect du besoin de l'enfant, tu peux respecter la proximité de ton enfant puis faire du cododo ou d'être tous dans la même pièce sans être nécessairement tous dans le même lit. Je pense qu'il y a des façons de l'ajuster, mais d'être dans cette essence-là de on est tous ensemble, notre survie, notre instinct de peur la nuit, là, tu sais, d'avoir peur dans le noir, d'avoir peur du silence absolu la nuit, là, c'est ça, c'est instinctif. On n'est pas habitué à ça. On devenait des proies, dans le fond, là. Absolument. Puis... puis nos enfants, la nuit, c'est ça. Ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose de grave, là. Oui. Et qu'on répond pas à ça. On répond pas à un cri d'alarme, là. Mais je pense qu'il y a tellement de choses qui créent justement de la confusion autour du sommeil. Cette vision-là, c'est-à-dire que c'est malsain pour l'enfant d'être proche de nous. C'est quand même fascinant qu'on a oublié notre nature humaine, justement, qu'est-ce qui est né pour nous, au point où de voir ce qui est naturel comme étant dangereux ou nocif ou pas optimal pour l'enfant. C'est là qu'on en est rendu comme société. Puis c'est ça que moi qui m'avait, je pense, vraiment ébranlé dans mes recherches, c'est de dire, OK, c'est comme James McKenna qui a dédié sa carrière à ça. Il y a une croyance en ce moment vraiment forte. Ça va prendre des décennies, peut-être encore, la déconstruire parce qu'elle reste dans nos esprits, tu sais. Puis comme tu dis, c'est... D'un côté, on peut étudier l'histoire humaine, aller voir ce qui se fait dans d'autres cultures, puis se réconforter là-dedans. On peut étudier aussi comment, comme parents, les mécanismes qu'il y a qui fait qu'on garde notre enfant en sécurité la nuit malgré tout. Tu sais, les patterns de sommeil vont changer. On a une sensibilité à la présence de l'enfant. Qui fait que c'est peu probable de rouler dessus à moins qu'on soit intoxiqué ou sous. Si justement on met notre lit au sol, les risques de chute n'existent plus. Fait qu'il y a tout ça. Puis je pense que ce que je réalise,
au-delà de toutes les stats qu'on peut aller chercher, puis de tous les portraits. Puis ce qui est vraiment puissant aussi, c'est de se ramener à sa propre expérience. Mm-hmm. Puis de dire, OK, c'est difficile parce qu'on ne se rappelle pas quand on est un bébé. Puis là, il y a juste des réflexions sur, comme, OK, c'est quoi l'empreinte de nos expériences, comme avant qu'on ait une mémoire qui reste. Là, il y a des mémoires dans le corps, mais tu sais, la mémoire consciente, on ne les a pas nécessairement. Ouais. Mais il y a un certain âge où, quand j'en parle, là, puis que je demande aux gens comme c'était comment pour vous dormir seul quand vous étiez enfant, puis... moi, clairement, j'étais toujours en quête de proximité aussi. Là. J'imagine que c'est un peu ça pour toi aussi. Tu le vivais de même aussi, de l'anxiété ou d'avoir peur d'être seule la nuit dans ta chambre. Oui, absolument. Puis je sais plus exactement j'avais quel âge, mais je pense que c'est entre 10 et peut-être 13 ans. Puis j'ai le souvenir, comme j'étais plus avec ma soeur, parce que là, il y avait un autre bébé. Puis là, moi, j'avais ma chambre à moi toute seule, fait que j'étais une grande fille. Puis je me rappelle encore la scène où je traversais le corridor, puis j'avançais jusqu'à la limite du salon. Puis je demandais à mes parents de venir dormir avec moi ou je voulais rester avec eux. Puis la seule image que j'ai dans ma tête, c'est comme des adultes comme rivés sur l'écran. Puis il y avait mon frère qui, lui, était un petit peu plus vieux, puis lui, il avait le droit d'écouter des émissions plus tard le soir. Okay. C'était des émissions que je jugeais excessivement épeurantes comme X-Files. Puis des fois, j'avais des bribes de ça. Puis après, je repartais toute seule dans ma chambre, dans la noirceur. Puis mon imaginaire, comme le nombre de monstres puis de trucs que j'ai vus seule dans ma chambre. Mais ce qui est fascinant à ce moment-là, c'est que je me rappelle, dans ma tête d'enfant, j'étais brisée. Dans ma tête d'enfant, j'étais pas faible. Ah ouais. J'étais une pleurnicheuse, puis j'étais faible, puis je devais dormir seule. J'avais un problème, puis j'ai commencé à faire de l'insomnie dans ces années-là. Puis je me rappelle la détresse profonde que je ressentais. Puis je me disais, ça doit être ça, l'adolescence. Tu sais, comme le début de l'adolescence. Tu sais, comme peut-être que je vieillis, puis genre, il y a une espèce de mal-être qui s'est installé, puis ça a pris ces recherches-là, puis ces réflexions-là de qu'est-ce que je voudrais offrir à mon propre enfant, puis de réaliser comme, OK, attends une minute, là. Ce que j'ai vécu est pas naturel, c'est pas humain. Ouais. C'est pas moi, là. Je suis pas brisée, là. Puis j'en veux pas à mes parents. Comme j'ai pas... je sais qu'ils ont agi au meilleur de leurs connaissances. Avec les connaissances qu'il y avait à ce moment-là. C'était la norme à ce moment-là. Fait on dirait qu'à partir de ce moment-là, mon attention s'est portée de dire, OK, oui, je peux analyser l'objet dans sa fonction puis l'impact mécanique sur notre corps, mettons. De dire s'il est surélevé, justement, je squatte moins, je vais moins dormir avec mon enfant, je vais avoir peur que de tomber en bas, je trouve qu'il manque de place. Mais les objets ont aussi une fonction symbolique puis s'inscrivent dans une certaine culture. Puis ce que je découvrais, c'est que le lit, en ce moment, c'était dur cette norme-là était dure à déloger. Parce que le symbole du lit, en ce moment, c'est l'intimité entre partenaires de couple. C'est associé à ça en ce moment. C'est associé à qu'un sommeil profond puis reposant, c'est seul. Qu'il y a pas comme l'idée que le lit est un objet social ou familial, c'est pas dans notre culture en ce moment. C'est vrai qu'il y a clairement une utilisation différente aussi. Là. Nous, en tant que famille, c'est clairement une place où on joue autant qu'on va aller dormir. Là. On a un matelas, une place qui est par terre à côté de notre grand matelas où on dort en famille. Puis le jour, ce matelas-là se tourne, devient une glissade, devient une montagne, Fait que la chambre est carrément un espace familial. Où on joue autant qu'on dort. T'sais. Mais c'est vrai que si tu le regardes d'un œil où c'est, dans le fond, la place pour le couple. Pour le couple, l'individu, dans sa solitude, ou le couple, puis avec le couple vient aussi tout l'aspect de la sexualité. Fait qu'il y a un malaise profond de dire mon enfant dort avec. Il y a comme tout ça aussi. Puis là, justement, quand tu lis des récits historiques, puis jusqu'à tout récemment, en fait, le lit, c'était un objet... Tu sais, quand tu vis dans des petits espaces, puis tu as peu d'objets, les items sont en général multifonctionnels. Puis dans plein de cultures, le lit était un objet, pas d'intimité, mais social. OK.
je pense qu'il y avait des histoires du roi de France qui conduisait ses activités dans son lit. Puis il y a des cultures. J'avais des exemples de l'Inde que quand tu as des invités, ils dorment avec toi. Il y a des objets. Les Japonais vont ranger le lit en journée parce qu'ils ont besoin d'espace dans un petit appartement. Ou, tu sais, il y a plusieurs exemples de lits que dans la journée, tu n'as pas le luxe de juste garder une pièce qui ne sert à rien avec un lit qui a juste une fonction qui est de dormir. Tu sais, fait que tes surfaces de sommeil viennent des surfaces pour s'asseoir puis socialiser en journée puis recevoir le monde. Puis la transition s'est faite, notamment de ce que je comprends, en partie par l'Église qui voulait justement favoriser la famille, la reproduction, puis a voulu enlever l'aspect social. Fallait sortir les enfants de là pour pouvoir en faire d'autres. Okay. De ce que j'ai compris vite, là, mais c'est ça qui est fascinant quand tu comprends d'où viennent les idées. C'est pas, j'allais dire, la meilleure idée qui gagne, dans le sens qu'il y a des choses qui sont naturelles, mais ça peut se perdre. Ça peut se perdre dans des modes. Il y a tellement d'histoires d'objets que, justement, un roi ou une reine a fait une chose, puis là, la population l'a adopté. De nos jours, ça va être des stars ou des influenceurs, mais ces mécanismes-là sont en place. Puis quand tu mets dans la loupe des industries, des fois, qui ont un intérêt à te vendre certains objets, mais ça crée encore plus de confusion sur nos besoins réels. Clairement, dans l'industrie de l'enfant, il y en a beaucoup, là, des petits lits à mettre à côté, les berceaux en premier, les lits transitoires, les lits plus grands, les lits qui vibrent, le lit pour dans le jour. Il y en a vraiment beaucoup. Fait clairement, il y a quand même une industrie qui tente de t'éloigner du fait de simplement le déposer avec toi dans ton lit. Je pense que dans le cas du lit, il n'y a pas comme un regroupement machiavélique qui veut que... Tu sais, c'est comme... Je pense pas que c'est un pouvoir centralisé autour de ça. Je pense que c'est guidé, encore une fois, par l'humain qui aime inventer des objets. On est un être créateur, puis on aime inventer des bébelles. Puis là, on est comme, j'ai pas besoin de le faire dormir à côté de moi, mon enfant, parce que je peux le mettre dans une autre pièce, dans un berceau. J'ai surélevé son lit, fait que là, je vais mettre des barreaux autour pour pas qu'il tombe en bas. Puis je vais mettre une caméra puis un micro pour l'entendre. Puis vu que c'est en silence puis c'est weird, je vais y mettre du white noise, fait que des machines qui reproduisent des bruits de la nature. Puis je vais y mettre une couverture chauffante ou une bouillotte à côté de lui, puis un toutou, comme ça, il est rassuré. Puis moi, c'est ça que j'adore quand tu enlèves une pratique naturelle, ce que je réalise, c'est que ça prend énormément de bébelles. Ah, c'est bon de présenter de même, je trouve. Parce que toi, tu peux à tout ça. Là. Exactement. Ta présence à toi, c'est ça. T'es la bouillotte, t'es le fond de bruit, t'es la présence rassurante, puis t'es le barreau aussi, là, tu sais. Fait que tu fais tout ça, en plus d'être nourricière, des fois. Exactement, tu sais. Puis c'est... Tu sais, la caméra remplace tes 2 yeux, puis le micro remplace tes 2 oreilles, puis toute la surface de ta peau, puis ton intuition. Tu sais, je veux dire, le nombre de fois que je me suis réveillée quelques secondes avant mon enfant parce qu'on est synchronisés. C'est hallucinant, ça me faisait capoter. J'avais l'impression, à toutes les fois, on dirait que je l'oubliais, puis je me disais, voyons, pourquoi j'arrête pas de me réveiller? Il se réveillait. Ah, OK. Je me réveillais. Ah, il se réveillait. Genre, je le comprends pas encore. Je trouve ça fascinant, ça, là. Puis ça nous semble comme magique. Puis là, on est comme, peut-être la nature est juste bien faite. Comme ça. Non, la nature est bien faite. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, tu le disais tantôt, mais c'était ça, en plus, c'est l'essence du podcast, la nature de l'enfance. Il y a tellement de choses qu'on oublie, qu'on est fait de même, on est fait pour ça, tu sais. Juste cette présence-là aussi, là, l'enfant, je me demande si c'est peut-être même dans votre podcast que je l'ai entendu, mais que naturellement, l'enfant, il cherche à vérifier s'il y a des gens avec lui, tu sais, ce qui fait que dans un lit king, tu vas te placer à une extrémité, mais tu finis toujours par avoir le bébé collé sur toi, puis là, tu te changes de bord, puis il finit par revenir, parce que dans ses mouvements non choisis, dans son sommeil, il finit par chercher. Il veut te toucher, il veut se confirmer qu'il y a quelqu'un à côté de lui, tu sais. C'est fou, là, il le fait sans le vouloir, sans le décider, mais c'est ça, pareil, couche-toi n'importe où, il va finir couché à côté, tu sais. Ou même le fameux H, là, papa d'un bord, maman de l'autre, bébé dans le milieu, avec les mains, il touche à papa, puis avec les pieds, il touche à maman, genre. Ils ont besoin de ça, puis ils le décident pas, là. C'est pas volontaire ou, tu sais, ça se fait comme ça, là. Toute sa nature l'appelle à vérifier qu'il est pas seul, tu sais.
Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai pas lu, mais que j'avais observé avec mon enfant. Puis je me disais, ça ferait du sens que son corps veut se connecter au mien, veut sentir notre présence. Puis quand... c'est presque un running gag quand t'es abonné à des trucs de cododo, les mimes de l'enfant que tu penses qu'il va avoir une nuit super paisible, puis l'enfant qui a son pied dans la face. Qu'est-ce qui ferait qu'il serait programmé pour faire ce genre de choses-là? Fait que c'est une hypothèse que j'aimerais creuser, mais ça m'intrigue toujours quand il y a des patterns entre plusieurs personnes, de dire c'est quoi le mécanisme biologique derrière ça. Puis quand on se questionne sur la nature de l'enfant, justement, on avait des discussions sur l'enfant, il vient, c'est pas un canevas blanc. T'sais, on a un peu l'impression que l'image, je pense, en éducation qui est souvent donnée, c'est on prend les enfants pour des cruches vides qu'on doit juste remplir, puis on oublie qu'ils naissent avec une programmation, ils naissent avec des attentes. Oui. Puis dans un environnement naturel, ces attentes-là seraient répondues, puis ça serait pas compliqué. Mais dans avec le rythme puis le style de vie moderne, on ne répond plus à leurs attentes. On ne répond plus à leurs besoins. À leurs besoins fondamentaux, tu sais. Puis, fac, tu sais, quand... Tu sais, je disais justement, un autre des ouvrages qui m'a grandement influencée quand, dans mon 4e trimestre, c'est l'ouvrage d'Ingrid Baillot. Qui s'exprime beaucoup sur les besoins du bébé sapiens, puis de comment le corps de la mère, c'est le premier habitat presque de l'enfant. Puis elle disait une phrase fantastique, j'espère que je ne vais pas trop la massacrer, mais c'était quelque chose comme quand on se sent surpassé, on a tendance à nier ou à réduire les besoins des enfants. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé. Tu sais, souvent, une critique à certaines des idées que moi et Vince, on va avoir, c'est « Ah, mais les parents sont tellement fatigués, c'est irréaliste de dire ça. » Parce qu'on ne peut pas l'accomplir comme société ou quoi que ce soit. Fait que ça, faut rien changer. Puis, anyway, c'est pas si grave de X, Y, Z. C'est pas si grave de laisser l'enfant pleurer. C'est pas si grave de l'éloigner de nous. La priorité, c'est l'adulte, c'est le parent. Puis, la priorité, c'est une maman reposée. Puis, je pense que c'est ça, il y a quelque chose qui me troublait dans la phrase de genre, c'est pas si grave de faire vivre ça à l'enfant parce que... Puis, de dire comme, est-ce que les enfants sont des êtres insensibles? Est-ce que ce qui leur est fait a réellement aucun effet à long terme? C'est l'inverse, en fait. Là. C'est notre position d'adulte vient avec de la force, vient avec du pouvoir. À la fin de tout ça, c'est toi qui vas avoir le dernier mot. Tu n'as pas besoin de te battre pour ta place. Ta position d'adulte, elle te l'accorde, la position de force. Alors, avec ça, devrait venir plus de responsabilité, pas plus de « je prends plus de pouvoir sur l'autre, j'ai plus de pouvoir », mais donc ça vient avec plus de responsabilité de prendre soin. Tu sais. Je pense que dans l'équation, je pense que dans l'équation, comme les parents sont dépassés puis sont hyper fatigués, la solution, c'est pas de réduire le soin qu'on donne aux enfants, mais c'est d'augmenter le soin qu'on apporte aux adultes. T'sais. Oui, en fait, de trouver l'équilibre de comment on peut prendre soin de nous en prenant soin d'eux. Un peu comme quand j'ai fini par faire « Hey, regarde, là, je voulais t'envoyer dans ta chambre parce que je pensais que c'était ça qu'on était rendu. » Mais l'objectif ultime, c'est pas juste que toi, tu dormes. C'est que moi, je dorme pour pouvoir prendre soin de toi. Et pour arriver à ça, on est mieux de dormir ensemble. Puis là, les deux, on prend soin de nous. Toi, tu dors plus. Moi, je dors mieux. Alors, tu sais, fait que c'est de trouver cet équilibre-là qui nous permet de prendre soin de nous comme bulle, pas juste moi qui est en train de prendre soin de lui, moi qui est en train de prendre soin de nous, tu sais. Je pense qu'il y a un peu l'illusion qui vient avec ça que les adultes, notre vie devrait être juste comme était avant d'avoir des enfants, puis que les enfants sont des éléments perturbateurs, puis on souhaiterait donc qu'il n'y ait rien qui change, qu'on ait le même sommeil, puis comme j'ai l'impression que, encore si on replace l'individu dans la société dans laquelle il est, que si tu dis aux adultes, il faut que tu te lèves demain matin puis que tu ailles travailler, ça ne tente pas d'avoir une nuit de merde, ça ne tente pas de mal dormir. Puis parce qu'il faut qu'on soit productif le lendemain matin, il faut que notre enfant fasse ses nuits, en guillemets, ou qu'il dorme de la façon qu'on veut qu'il dorme. Mais il y a aussi l'aspect de style de vie, c'est qu'avant, j'imagine que si on dormait moins,
premièrement, il n'y avait pas de cadran. On était harmonisé avec les cycles des saisons, de la lumière du jour, de la lumière naturelle. Puis si on dormait moins une nuit, j'imagine qu'on faisait juste siester dans la journée. Puis comme société, c'est difficile en ce moment, ces modèles-là. Tu sais. Tout à fait. Mais encore une fois, au lieu de... Je pense que quand moi-même, j'étais confrontée à ça, je vais parler de mon expérience. C'est comme, moi aussi, j'avais beau avoir lu tout ça sur le fait que c'est normal de dormir en groupe. J'étais comme, je peux pas croire que je dors quand même mal. Tu sais, je pense que j'avais espoir que de dormir en famille, ça allait être cute, puis il allait pas avoir tant de perturbations. Puis j'étais là, ben c'est quand même rough, tu sais, il faut que je dorme plus longtemps, il faut que je sois plus longtemps au lit, puis je ferais plus de sieste, puis je suis fatiguée, puis là, ça fait que je suis moins productive en journée, puis j'avais de la frustration par rapport à ça, tu sais. Puis ça revenait encore à la réflexion, ben est-ce que ça nécessite de couper dans les soins que j'offre à Marc Aurèle ou ça m'amène à repenser mon style de vie, puis mes journées, puis mes valeurs. Puis c'est là que ça devient excessivement compliqué parce que si tu dis à quelqu'un, tu pourrais repenser, tu pourrais changer tel objet dans ta vie, c'est comme, tu peux pas juste enlever un objet. Cet objet-là est inscrit dans un style de vie qui est le reflet de nos croyances, de la culture du moment. Fait que c'est là que ça devient compliqué parce que si tu dis à quelqu'un, ben tu préfères dormir ton enfant avec toi, c'est mais là, t'as une minute, parce que mais là, moi, j'ai une job le lendemain, puis puis là, c'est comme tout ça, c'est toute la balle qui a comme plein de données qu'il faut détricoter. Clairement, ça amène beaucoup de réflexions tout autour aussi. On pourrait amener toutes sortes de choses en lien avec le rythme de vie actuel, avec nos désirs de performance, avec, tu sais, est-ce qu'on veut moins s'accomplir pour être plus présent avec nos enfants? Bien, encore là, tu sais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de trouver un juste milieu entre les deux ou à trouver une façon, mais c'est pas toujours évident, puis c'est pas parce qu'on amorce la réflexion que le changement se fait tout de suite non plus. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment... c'est ça. Mais c'est bon, tu sais, on est allé dans toutes sortes de directions, mais je pense quand même que ce qui plane autour de toute cette discussion-là, c'est vraiment à quel point il faut se repencher sur notre développement. Tu sais, moi, je suis ici souvent pour parler du développement de l'enfant, mais là, on est allé mettre vraiment une question de développement humain, là, l'aspect historique derrière tout ça. Fait que quand on se penche sur nos choix, nos réflexions, nos habitudes de vie, quand ça ne résonne pas avec nous, quand ça ne résonne pas avec le discours autour de nous, ben, c'est peut-être aussi qu'il faut aller voir plus loin. Puis que cet aspect-là, anthropologique, moi, tout particulièrement pour le sommeil, m'interpelle vraiment. Je trouvais ça intéressant de partager cette réflexion-là pour qu'on ait envie de se tourner vers plusieurs de nos habitudes de vie aussi qui sont peut-être désalignées ou qu'on fait, mais qu'on est en train là, de ressentir. Je suis certaine là, qu'il y en a plein en ce moment qui vont nous écouter, qui vont faire hey, ouais, justement, j'y allais au gym 4 fois par semaine. Je les ai jamais filés, mes 4 fois par semaine. Ça se peut que ça soit ça, toi, ton habitude de vie, que là, tu es en train de prendre conscience qu'il y a autre chose. Le sommeil là, avec nos cocos, mais ça peut être plein d'affaires. Fait que d'amener cette réflexion-là que faut aller voir au-delà de ce qui est en train de se produire là, maintenant, dans notre petite bulle de société, puis d'aller comprendre d'où tout ça vient, tu sais. Fait que... Je pense qu'une des questions qui drive beaucoup ma curiosité, c'est comment on faisait avant. Puis tu demandais, OK, mais avant quand? Ouais. Puis parmi les écrits que j'ai lus qui m'ont le plus inspiré, il y avait un paléoanthropologue de Harvard qui explique l'histoire du corps humain jusqu'à aujourd'hui. Puis il m'a fait réaliser que de la perspective de l'évolution qui se place sur des millions d'années, les derniers 10 000 ans où l'homme est devenu sédentaire, c'est rien. C'est presque rien. Fait que le avant, c'est pas de dire « Ah, ben là, notre vie est tellement meilleure que pendant la Révolution industrielle ou pendant le Moyen Âge, je ne retournerai jamais là. » Ou, tu sais, on pense à l'âge de pierre comme des êtres un peu débiles qui vivaient dans de la brutalité constante, tu sais, puis on dirait « Je ne retournerai jamais là. » On est assurément au sommet de... Tu sais, on est le top du progrès de l'humanité. On n'a jamais été mieux, tu sais. Mais quand tu regardes les statistiques au niveau des maladies chroniques, on est une société malade à plein de niveaux. Fait que les dangers ne sont plus dans notre environnement immédiat parce qu'on est menacé par la météo, des désastres, ben quoi que là, c'est revenu, là, des désastres environnementaux, mais aussi des prédateurs qui nous attaqueraient, tu sais. Mais la menace à notre vie en ce moment, c'est aussi des maladies qui fait qu'on dépérit sur plusieurs années. Puis c'est difficile à comprendre que, c'est ça, l'humain a de la difficulté. C'est pas une réalité immédiate. Si je te dis, comme on a plus de risques
de cancer puis d'hypertension. C'est pas concret, là. Tu vas pas te faire attaquer par un cancer. Ça prend des années à se développer. Puis tu sais, Daniel Lieberman, il expliquait que ces maladies-là, c'est le résultat d'un décalage entre comment l'humain, notre corps, s'attend à vivre puis comment on vit en ce moment. Ouais. Puis c'est pas vrai qu'avant la vie, on était juste misérable et exécrable. Tu sais, on avait les mêmes capacités. Le progrès technologique n'a pas juste apporté des bonnes choses. Non, exactement. De se pencher sur ce qui était avant. Il y a un revers à ça. Puis de dire que notre corps, notre cerveau est le même. L'humain de 300 000 ans, c'est ça. Nos sociétés ont changé beaucoup, mais notre cerveau, en soi, sa construction puis son fonctionnement reste sensiblement le même. C'est un peu ce point de vue-là aussi pour nos enfants, dans le sens où les besoins de nos enfants, les besoins fondamentaux de nos enfants sont les mêmes. Notre société a changé, notre rythme de vie a changé, notre vision d'adulte a changé, le sac à dos de valeur qu'on porte a changé, mais leurs besoins à eux sont les mêmes. Donc, de comment on va aller répondre à ça, c'est intéressant de se repencher et de se retourner sur ce qui se faisait avant puis comment c'était. Là. Absolument. Puis c'est grâce à nos enfants, en fait, qu'on va redécouvrir c'est quoi être un humain. Je reviens avec ma phrase, je dis souvent qu'aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même. Oui, absolument. Absolument. Fait que tu sais, la quête, ça l'a passé de comment je bouge plus à comment un humain bouge. C'est quoi une expérience humaine saine, tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment comme... Moi, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à questionner chaque objet puis chaque pratique du quotidien, puis que là, l'émerveillement revient. C'est qu'il y a énormément de choses à déconstruire en ce moment. Tout à fait. Puis c'est à la fois comme enivrant et épeurant. Ouais, c'est ça. Comme il y aurait beaucoup de choses. On aurait pu aller creuser plein d'autres de ces habitudes-là. Je pense que tu nous as fait un beau portrait du cheminement puis du vivace. On est allé semer une graine par rapport aux habitudes de sommeil puis vraiment de mettre l'accent sur le fait que l'humain était dans l'histoire plus souvent en groupe, qu'il y a vraiment quelque chose d'instinctif par rapport à ça. Que nos habitudes de vie, c'est un peu aussi de les prendre petit morceau par petit morceau qui finissent par avoir un gros impact. Puis que la façon dont on vit actuellement, c'est un tout petit morceau par rapport à l'humanité en général aussi. Là. Fait que je pense que t'es satisfaite du tour, ça fait un bon... C'est fou, hein? J'aurais tellement... on aurait pu en dire. Mais c'est ça, c'est comme quand tu dis, quand t'es enthousiaste, t'es comme tu pars la machine, puis on peut en parler longuement, mais ouais. Tu sais, je pense que j'encouragerais juste les gens à se dire que ce qu'il y a dans nos maisons en ce moment, c'est vraiment des conventions, c'est pas des règles. Puis je pense que c'est ce qui me fascine d'adresser la sphère à la maison, c'est que les gens ont le pouvoir de modifier les choses autour d'eux. Puis à partir du moment où tu vois quand tu touches les vrais besoins de l'humain, puis tu comprends qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre, puis qu'on peut se concentrer sur nos capacités puis nos mouvements, je pense qu'il y a un flip qui se fait, puis les gens ne voient plus leur habitat puis leur journée de la même façon. Ça, on a beaucoup de témoignages de ça. Je me suis débarrassée de mon divan aussi. Il y a comme un déclic qui se fait dans la tête, puis on change carrément notre façon de voir le monde puis nos besoins. Puis ça, c'est vraiment libérateur. Oui, mais c'est super intéressant d'en découvrir à chaque fois avec vous. Puis c'est ça, j'ai l'impression qu'on pourrait se refaire plein de jasettes sur plein d'autres sujets. On le refera avec grand plaisir, vraiment. Parce qu'on est allé... j'avais envie, c'est ça, d'apporter cette vision-là par rapport à la parentalité puis à la vie de famille, un petit peu sur le sommeil. Mais c'est vraiment super intéressant. Puis j'invite tout le monde à aller découvrir Vivace Maison. Vous allez voir à quel point ils sont attachants, justement. On sent tout l'enthousiasme. Puis à quel point c'est intéressant juste ça, de voir le mouvement au quotidien, la façon d'organiser notre maison,
toutes les réflexions puis tout ce que vous remettez en cause. Puis comme tu l'as dit tantôt aussi, pas nécessairement en prônant qu'on est des spécialistes de tout ça, mais juste d'être dans un processus vulnérable d'apprentissage, de tests, puis d'être ouvert à ça. Fait que j'espère que vous avez été ouverts dans cette discussion-là puis qu'on est peut-être allé susciter quelques réflexions. Fait que ça nous ferait plaisir d'en jaser avec vous aussi. Alors, gênez-vous pas de venir nous placoter ça. Merci Marie-Claude.